3. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jesus Alberto Pastrana Cervantes et aujourd'hui je vais parler sur les forêts. J'ai créé une devise, un monde très intéressant parce que notre monde où nous habitons, c'est très rond, c'est très magnifique et c'est très incroyable. D'accord. Et les forêts. Les forêts actuellement occupent plus ou moins, plus ou moins 4 000 millions d'hectares du monde entier. Oui. En effet, les forêts occupent plus ou moins le 31% du monde entier. Vous pouvez regarder l'image. Et bon, mais qu'est-ce qu'une forêt? Une forêt est l'union ou un ensemble d'arbres et de différentes espèces ou genres. Ou aussi, nous pouvons nous rencontrer avec des animaux et aussi trop de plantes et, et sa végétation. Les types de forêts. Et est-ce qu'il y a des types de forêts? Oui, bien sûr, il y a des types de forêts. Par exemple, le premier type de forêt est la forêt tropicale. Vous pouvez regarder, attention à l'image, vous pouvez regarder l'image et aussi il y a un singe. Et bon, et dans ces forêts tropicales, on peut voir divers ou différents animaux. Par exemple, des rhinocéros, des tigres, des éléphants, des singes, etc. Et attention ici, s'il vous plaît, dans ces forêts tropicales, il y a beaucoup de biodiversité. Et je pense que ça sera très bon pour les animaux, pour la société, pour les plantes, pour la végétation et enfin, pour tout le monde. Et aussi, dans ces forêts tropicales, il y a beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que la température de ces forêts est, est de 12 degrés Celsius à 15 degrés Celsius. Vous pouvez regarder l'image. D'accord. Et le deuxième type de forêt est la forêt subtropicale. Vous pouvez regarder l'image à nouveau. Attention aux images. Attention aux images. D'accord. Et communément, dans ces forêts, il fait très chaud. Oui, il fait très chaud. Malgré qu'il fait froid ou il fait frais, toujours, il y aura beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur, il y aura. Et aussi, nous pouvons nous rencontrer avec des animaux, avec des plantes et aussi, de la redondance, sa végétation. Et attention, il y a une chose très importante ici. Par exemple, les papillons monarques, il y a un papillon monarque ici. Les papillons monarques habitent dans ces forêts subtropicales. Pourquoi? Parce qu'ils aiment beaucoup la chaleur. Ils aiment beaucoup la chaleur. Et aussi, ils doivent vivre là-bas parce qu'ils ils doivent se produire et aussi pour survivre. Oui, pour survivre. Le troisième type de forêt est la forêt tempérée. Et dans ces forêts tempérées, il fait très, très froid. Et, communément, la température de ces forêts tempérées est de 12 degrés Celsius à 23 degrés Celsius. Et aussi, ces forêts tempérées ont les 4 saisons de l'année. Par exemple, l'été, l'automne,
l'hiver et le printemps. Et malheureusement, nous ne pouvons pas nous rencontrer avec des animaux. Et pourquoi? Parce qu'ils doivent migrer, parce qu'il y a très froid. Et ils ne, ils ne peuvent pas vivre ici. Et le quatrième type de forêt est la forêt boréale. Et spécialement dans ces forêts boréales, la température est de 3 degrés Celsius. Oui, ici. Et attention, il y a une autre chose importante ici. Par exemple, on peut voir un animal très intéressant, par exemple, le caribou, ou aussi appelé comme reine de la forêt. Et cet animal aime beaucoup vivre en lieu très froid. Par exemple, vous pouvez regarder les images ici. Et bon, ils peuvent vivre en chaque hiver. Oui, ils aiment beaucoup le froid. Et pour terminer l'explication, vous pouvez regarder 3 images, trois belles forêts, et aussi les mauvaises forêts. Et pourquoi? D'accord. Malheureusement, les forêts sont sur le point de se terminer. Pourquoi? Parce que la société ne sait pas baliser. Et bon, eh, est-ce- nous pouvons aider notre monde, eh, par exemple, pour savoir valoriser la nature de notre monde. Oui. Et finalement, il y a un exercice. Vous devez relire les nombres de les types de forêt. Par exemple, le numéro 1. Le numéro 1. Dans quel type de forêt se trouve le numéro 1? De la forêt boréale, de la forêt subtropicale, de la forêt tempérée ou de la forêt tropicale. De la forêt tropicale. Oui, oui, c'est vrai. Merci, Rafa. Suivante, le numéro 2. Le numéro 2, où se trouve? De la forêt boréale. Oui, merci. Et suivant, le numéro 3, de la forêt subtropicale ou de la forêt tempérée. La forêt tempérée. Oui, oui, c'est vrai. Et finalement, le 4, de la forêt subtropicale. Et bon, c'est tout. Merci beaucoup, beaucoup de votre attention. J'espère que vous allez bien. Merci. Et bonjour à tous, je m'appelle Raphaël. Et aujourd'hui, je vais vous parler avant de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un sujet très intéressant pour nous tous. Et commençons. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, d'abord, est la combinaison d'algorithmes proposés dans le but de créer des machines ayant les mêmes capacités que les humains. Par exemple, des robots ou des assistants artificiels ou des assistants virtuels qui nous facilitent la vie. C'est simplement l'intelligence artificielle. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. Première, l'intelligence artificielle n'est pas une arme,
une technologie fictive, comme le montrait le film qui en parle. Par exemple, une fille qui nous commente comme Joe Robot ou Terminator. L'intelligence artificielle se présente comme une technologie dangereuse ou trop fictive. Mais l'intelligence artificielle est plutôt une technologie très utilisée par nos jours que nous utilisons tout indirectement et qui nous facilite la vie principalement. Existent quatre types d'intelligence artificielle. La première, c'est un deux systèmes qui pensaient comme les humains. Et principalement, ce système s'est concentré sur, sur les prises de décisions, la résolution des problèmes et l'apprentissage tel qu'il est reçu des neurones. Ce sont neurones virtuels, évidemment. Les réseaux des neurones virtuels, ce sont comme des programmes qui intentent imiter les pensaments et les raisons humaines. Le deuxième, c'est des systèmes qui initient comme des humains. Et ce type est celui qui effectue des tâches similaires aux humains, c'est-à-dire les robots. Simplement, des systèmes qui initient comme les humains, ce sont les robots. Des systèmes qui pensent rationnellement, c'est similaire que les premières, mais non. Pas moi. Non, pardon. Des systèmes qui pensent rationnellement, il s'agit d'imiter les pensées logiques et rationnelles des humains et elle étudie comment faire en sorte que les machines puissent percevoir, raisonner et agir en conséquence. Un exemple de ce type est le système expert. Les systèmes experts, ce sont des systèmes qui pensent rationnellement comme les humains et actent en conséquence. Et finalement, le quatrième, des systèmes qui agissent de manière rationnelle, ce sont ceux qui essaient d'imiter rationnellement les comportements humains comme des agents intelligents. Il y a 6 lois qui nous aident à réglementer la robotique. Par exemple, la loi 1, les robots doivent avoir un interrupteur d'urgence en cas que cela sera nécessaire. La deuxième loi, ils ne pourront pas nuire aux êtres humains. C'est très important. Ces lois, c'est très important parce que nous ne devons jamais créer une intelligence artificielle ou une robotique qui place les humains en aucune circonstance. Le troisième, ils ne seront pas en mesure de générer des relations émotionnelles. Aussi, les robots ou les intelligences artificielles jamais devront générer émotion avec un humain ou autre machine. Le 4. L'embauche d'une assurance sera obligatoire. C'est simple. Si vous voulez avoir une machine avant de l'intelligence artificielle, vous devez souscrire une association qui couvre les démarches éventuelles. Vos droits et obligations seront classés légalement et ils seront facturés au propriétaire. Si les machines paieront des impôts à la sécurité sociale. Les mêmes que le quatrième. Si vous voulez avoir un robot, vous devez payer des impôts pour les robots. Application pratique de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est présente dans la détection faciale des téléphones portables, dans l'assistant vocal virtuel, que serait d'Apple, Alexa d'Amazon ou Cortana de Microsoft,
et intégrer à nos appareils de vie des quotidiens via des votes. Par exemple, notre, comme j'ai dit, téléphone portable, dans notre ordinateur et autres objets que nous utilisons, autres appareils que nous utilisons avant tous les jours. Et les programmes de l'intelligence artificielle stimulent déjà l'utilisation des mégadonnées. Les mégadonnées en espagnol ou en anglais, c'est Big Data, qui l'ont amené à se positionner comme la technologie essentielle des prochaines décennies. Comme les transports, l'éducation, la santé et la culture, ce sont des meilleures applications de l'intelligence artificielle avant les prochaines décennies. Les meilleures avances en intelligence artificielle aujourd'hui. Première, la réalité virtuelle augmentée, qui est tout connu. Le chatbot, qui sont assistants virtuels travers le chat, qui vous pouvez parler au chatter pour connaître ou simplement parler avec cette bot. Et troisième, jeux de vidéo. Comme vous le savez, comme vous le savez déjà, l'intelligence artificielle est largement utilisée dans l'industrie des jeux de vidéo actuellement et finalement, la cybersécurité. De nos jours, il est essentiel d'avoir une bonne sécurité parce que tout le temps, nous savons utiliser la, la cybernétique avant notre téléphone portable, l'ordinateur, avant l'Internet, et est essentiel que nous ayons une bonne cybersécurité et l'intelligence artificielle nous aide beaucoup dans ce monde. Finalement, en conclusion, l'intelligence artificielle est d'une grande aide pour nous, faciliter la vie et est essentiel que nous apprenions à l'utiliser. Ça sera tout de moi. S'il vous plaît, pour votre attention. Bienvenue à tous, je m'appelle Raimundo Omar et aujourd'hui je vais parler sur ma carrière. Ma carrière, c'est développement des affaires. Qu'est-ce que c'est? Le développement des affaires définit comment on doit évaluer l'entreprise pour ne pas stagner, pour continuer à croître. Ça veut dire que les développeurs des affaires sont techniques pour qu'une entreprise ne fasse pas faillir. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'il vous permet de mieux comprendre tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, d'organiser, vous aider et de questionner les problèmes qui ont été négligés. Ça veut dire que c'est important parce que pour prévenir les désagréments futurs dans votre entreprise et préparer des stratégies pour ces problèmes est inévitable de prévenir. Qu'est-ce que ça fait? Définir une stratégie, comme toujours, ne peut pas être absent des stratégies. À travers de la stratégie, le développement des affaires définit comment l'entreprise va évaluer toujours en tenant
compte des objectifs de l'entreprise, ainsi que la mission et la vision de l'entreprise. Qu'est-ce que aussi les développeurs de software innover parce que la technologie et la société la société évolue. Et finalement, deux personnes que voulaient participer. ¿Quién voulait participer, s'il vous plaît? Moi, Pastrana. D'accord, Pastrana. Si vous pouvez créer une entreprise, quel type d'entreprise voulez? Par exemple, des voitures. Oui, Mm, d'accord. mm, Oui, c'est bien. Oui, je voudrais créer une entreprise de voitures parce que je pense que les voitures ce sont très importants pour la vie et, et, la- et les affaires, ce sont très pratiques. Très pratique. Très pratique. D'accord, c'est Et, bien. oui, Et la deuxième personne, Rafa o Alexia o Daira. Avant de deuxième question, Oui. ouais. Pensez-vous que le développement des software est nécessaire dans une entreprise? Et pourquoi? Oui, je pense que c'est très nécessaire pour l'entreprise. Pourquoi? Car c'est nécessaire pour la régulation des emprises et avant de pour je ne sais pas bien, je ne sais comment se comprend l'entreprise. Oui. C'est une technique pour, pour faire une entreprise plus, plus, plus meilleur. plus quoi? Para hacer la empresa mejor, plus meilleur. Je t'écoute pas. No me escucho, ya. Ouais. Pour faire l'entreprise très meilleur, Mieux. plus meilleur. Pour faire une mieux entreprise. Perdón, es que se encuentra. Ok, continue. C'est tout pour moi et j'espère que vous avez appris quelque chose. Au revoir. Bonsoir,
c'est ma présentation, mesure de temps de production. Savoir maîtriser les cycles de production et l'écoute. Pardon, objectif. Savoir maîtriser les cycles de production et l'écoute. Définir l'adéquation charge et capacité. Équilibrer les lignes de fabrication. Ok. Takt time. Le takt time est une train de chiffres d'origine allemande désigne les durées idéales de production d'un bien. Par exemple, supposons de production que le service de version rapide, voici le service de restaurant rapide. Et boisson de 140 minutes pour confectionner correctement un sandwich, le temps de cycle alors TC 140 5 égale à 4 minutes sandwich égale 1 minute et 24 secondes par sandwich. Dans cette situation, le restaurant est en surcapacité. Il ne parviendra pas à répondre à la demande dans le temps imparti. Une façon de enregistrer les temps sont les tableaux. Ils sont également utilisés pour les mouvements des opérations ma gauche, ma droite. C'est tout. Bonjour à tous, je m'appelle Perla. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon exposé sur le sujet programmation des jeux vidéo. Lorsque vous essayez un jeu vidéo, la première chose que vous regardez est son aspect, l'esthétique du jeu et la qualité des graphismes. Cependant, derrière cet aspect visuel, il y a tout un travail qui ne se voit pas, mais qui est essentiel pour les jeux fonctionner et soit un succès. C'est la programmation, la base cachée des jeux vidéo. La programmation et le développement des jeux vidéo sont des processus qui vont de la création du concept initial à la version finale du jeu vidéo. Il s'agit d'une activité pluridisciplinaire qui fait appel à des professionnels de la programmation, de la conception graphique, de l'animation, du son, de la musique et du théâtre.
Pour développer un jeu vidéo, les premières choses dont vous avez besoin est une idée que l'aventure vous propose, comment elle essaie de l'ouvrir, quelles seront les règles, quel genre de jeu vidéo ce sera et d'autres idées de base qui s'aident à commencer à façonner les jeux. Et c'est à partir de là que commence la conception du jeu. Un processus au cours duquel les mécanismes du jeu sont définis et un prototype du jeu est créé en programmation. Et les mécanismes sont brotations des jeux. Okay. En parallèle, vient le développement du dessin et du concept art pour définir les personnages, les actions et tout ce qui concerne ce qui sera la partie visuelle du jeu. Cette tâche est effectuée par des programmeurs de jeux vidéo, des spécialités de la programmation informatique avant la capacité de l'appliquer au jeu. Leur travail n'est pas très visible, mais sans eux, nous n'arrivons pas des jeux vidéo. Les programmeurs sont chargés de rendre possible l'interaction du personnage avec un environnement à partir d'autres du jeu et de traduire ces autres notions qui satisfont à l'écran. Et pour ce faire, les programmeurs préparent d'abord quelques prototypes pour voir comment un jeu particulier fonctionne à partir de ce que les mots appellent placer-l'or et l'actif provident modèle 3D, texture, super, son ou effets spéciaux. L'une des clés de ce processus consiste à définir les langues de programmation à utiliser. Et parmi les langues de programmation les plus utilisées, on trouve les langues C pour les jeux les plus simples. Et on des versions plus avancées comme C# ou C++. Et enfin, les programmeurs doivent être patients, car la programmation des jeux vidéo c'est un processus exigeant qui peut prendre beaucoup de temps. Le développement d'un jeu peut prendre des mois, voire des années de travail, si bien que parfois les progrès de la programmation ne sont pas immédiatement visibles. Des jeux majeurs comme Overwatch ont mis près de 10 ans à devenir une réalité. Première activité. Dites-moi simplement quelles sont les 3 étapes pour les développer et programmer un jeu vidéo. S'il vous plaît. La première, c'est l'idée. Première idée. No puedo anotar. En primer, une idée, les deux. Désigner. Pardon? Désigner. Non. Je vis le deuxième. Ce sont 3 étapes. Les premières idées,
Les deux, Programmer. non, c'est Ponte. selon les mécanismes de jeu sont définis et le temps prototype de jeu. Et les nombres. Vous avez écouté? Un peu. Un peu. Un peu. On n'a pas bien écouté, Perla. Ah, ok. Ah, ouais. Il y a l'interférence avec l'Internet, Ah. quelquefois. Pardon. Et les deux se nomment conception de jeu. Et c'est le processus au cours duquel les mécanismes de jeu sont définis en prototype de jeu et créés en programmation. D'accord. Plus facile. Quelles sont ces images qui représentent le développement et la programmation d'un jeu vidéo?